D'un vendeur ambulant dans les rues de Londres à la figure emblématique du cinéma d'action, Jason Statham s'est battu pour devenir une véritable icône. À l'image des géants du genre tels qu'Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone, Statham a conquis le public avec ses films emblématiques et ses scènes d'action époustouflantes. Dans cet univers où les super-héros règnent, Statham maintient la flamme de l'authentique cinéma d'action. Cependant, malgré ses succès et sa dévotion à son art, peut-il prétendre au statut de légende au même titre que ses glorieux prédécesseurs? Découvrons comment ce maître dans les arts martiaux est devenu le dernier espoir de l'âge d'or du cinéma d'action. Je suis Ludo du Ludoverse, attachez bien votre ceinture et préparez-vous à une course d'enfer avec le transporteur au volant, car nous allons rentrer dans le monde déjanté de Jason Statham et des anciens rois du game. C'est parti! Avant de plonger en profondeur dans le rôle de Jason Statham en tant que dernier pilier de l'ancienne génération, mieux vaut s'attarder quelques minutes sur la précédente pour tout bien comprendre. Représenté par les icônes des films d'action des années 80-90, que sont entre autres Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone ou encore Jean-Claude Van Damme. Ces derniers ont représenté des symboles très importants et ont forgé le cinéma d'action tel qu'on le connaît aujourd'hui. Plusieurs facteurs peuvent expliquer un tel succès au cours de cette période, et ils ont, bien entendu, encore leur importance aujourd'hui. Les appeler des légendes? Nous ne sommes qu'à un pas. On peut peut-être même déjà le dire. Intéressons-nous donc avec quelques-unes des grandes figures des temps passés. Si nous prenons le cas de Sly et Schwarzy, les deux compères sont de la même génération. Le premier est né en 1946 et le second en 1947. Autant dire qu'avec une telle similarité, il était bien probable que les deux deviennent rivaux s'ils étaient amenés à percer. Et effectivement, ça a été le cas. L'un des critères qui les caractérisait, et même encore aujourd'hui, était leur physique imposant, développé avec acharnement tout au long de leur existence. Avec un tel dévouement qui les a menés à la création d'une musculature sans pareil, il n'est presque pas étonnant que les deux aient pu autant crever l'écran. En effet, lorsqu'on joue en tant que personnage principal d'un gros film d'action, avoir un corps bien dessiné ne peut qu'aider. Et quand on voit à quoi ressemblait ce duo le siècle dernier, on ne peut que se dire que la personne lambda n'allait pas forcément chercher à les faire chier, et pouvait même les admirer qu'ils représentaient. Mais bon, au-delà de ça, un acteur, même s'il a la gueule et le corps qu'il faut, ne peut pas percer s'il n'a pas un rôle emblématique ou s'il ne joue pas dans le ou les films de l'année. Si on pense à Arnold et Sylvester, les premières choses qui nous viennent en tête ne sont pas les interprètes, mais plutôt les films dans lesquels ils ont joué et les personnages qu'ils ont incarnés. Terminator, le jugement dernier, et Predator pour l'un, Rocky et Rambo pour l'autre. Et ce n'est pas tout. Automatiquement, quand on pense aux monstres intemporels qu'ils ont joués, leurs répliques cultes nous reviennent aussi. Le légendaire « Je reviendrai » du T-800 dans Terminator, ou encore le de Monsieur Balboa à la fin de Rocky. Les fameux longs métrages étaient ponctués de scènes d'action spectaculaires définies par des altercations violentes et des cascades ultra impressionnantes. Pour la plupart, accompagnés d'effets spéciaux tout aussi imposants, ce qui a su capter l'intérêt du public de cette période. Et cela se ressent bien sûr au niveau du box-office. Les films d'action mettant en scène Stallone et Schwarzy ont été des succès commerciaux retentissants. Pas tous bien entendu, mais c'est ce qui a permis à ces hommes de devenir des incontournables dans la culture cinématographique et au-delà. Et puis on n'oublie pas non plus JCVD, qui bien qu'il y ait près d'une quinzaine d'années d'écart avec les deux autres soldats, a été une sacrée icône des années 80 et 90, ayant pour lui des choses que les deux autres n'avaient pas, notamment une sacrée maîtrise des arts martiaux. On peut citer par exemple le karaté, le kickboxing ou encore le taekwondo, qui a permis aux Belges de réaliser ses propres scènes d'action et ses cascades, là où les deux mastodontes n'étaient pas forcément toujours au rendez-vous. Et évidemment, Van Damme a aussi eu son lot de films au succès interplanétaire, comme les bien connus Bloodsport et Kickboxer. Naturellement, ce ne sont que quelques noms parmi les dizaines et les dizaines d'acteurs de films d'action qui ont su marquer les esprits lors de ce temps très lointain. Néanmoins, JCVD, Schwarzy et Stallone représentent des figures emblématiques de ces deux décennies-là, si ce n'est les plus importantes. Toutefois, toute période de gloire, aussi impressionnante qu'elle soit, a malheureusement toujours une fin. Après avoir atteint les plus hauts sommets existants, les stars des années 80 et 90 ont commencé à descendre progressivement de leur petit nuage. Effectivement, entre la fin des années 90 et le début des années 2000, ça a été un sacré enchaînement de défaites pour ces surhommes. C'est simple, la quasi-totalité des films dans lesquels ils ont joué, au cours de cet intervalle de temps, peuvent être considérés comme de sacrés échecs, aussi bien d'un point de vue économique que critique. Pour Stallone, il y a eu Detox, sorti en 2002, qui a rapporté 6,5 millions de dollars pour un budget relativement énorme,
55 millions. Pour Schwarzy, c'était Dommage collatéral, sorti la même année. Et ce film a donc très bien porté son nom. Avec un sacré budget de 85 millions de dollars, ce dernier n'aura eu qu'un maigre box-office de 78 millions. Et on va laisser de côté le cas Batman et Robin et le Mr. Freeze dernier, qui même s'il a été un succès commercial, aurait été atomisé par la critique. Oui, on peut le dire. Tandis que pour JCVD, on peut parler de Déraillé, sorti encore une fois en 2002, avec un budget entre 11 et 20 millions de dollars. Il aura rapporté, en tout cas au box-office, accrochez-vous bien, à peine 300 000 dollars. Bref, économiquement, cette nouvelle décennie a été très chaude pour ses références des films d'action. Mais ce n'est pas tout. Ces divers acteurs, au-delà de leur rôle de montagne de muscles, ont aussi continué à s'orienter vers des rôles plus diversifiés. Donc, pas forcément tournés vers des projets boostés aux stéroïdes. Comédie et drame ont été quelques-uns des différents genres auxquels ils se sont essayés. Ce qui, mécaniquement, leur a moins permis d'allouer du temps pour des films qui castagnent à 200%. De plus, comme l'ont confirmé les pauvres résultats des nouveaux projets de ces acteurs, il semble aussi que le public ait commencé à s'intéresser à d'autres types de films d'action, ou à tout simplement se désintéresser d'eux. La nostalgie ne faisant encore une fois pas tout. Évidemment, les franchises phares telles que Rocky et Terminator ont continué à fonctionner. Mais là encore, c'est un autre débat qui sera plus détaillé dans une autre partie de la vidéo. Par ailleurs, ces dieux grecs ont aussi commencé à être moins privilégiés pour ce type de rôle, car avec les années qui sont passées, eh bien ces hommes ont tout simplement vieilli. Rien qu'en 2005, Arnold et Sly avaient respectivement 58 et 59 ans. L'ère où leur simple présence dans des films pouvait ramoter toute une foule de fans hardcore était bel et bien révolue. D'autre part, si on regarde du côté de l'Autrichien, ce dernier a aussi décidé au début du XXIe siècle de mettre en pause sa carrière pour se tourner vers la politique, devenant en 2003 le gouverneur de Californie, aka The Gouvernator, mélange subtil entre ces deux titres de gouverneur et de, je vous le donne en mille, Terminator. Et pour la petite info, le bodybuilder dirait officiellement sa révérence au sein du film The Rundown, dans lequel il a fait un caméo. Caméo que l'on pouvait interpréter comme étant un passage de flambeau, étant donné que l'on pouvait y retrouver ironiquement un acteur de la nouvelle vague, Dwayne The Rock Johnson. Avec le passage des années et la semi-retraite de certains, il était donc tout naturel que de nouvelles têtes apparaissent sur le devant de la scène. Une sorte de nouvelle génération suivant les pas de ces légendes de la pop culture, tout en apportant leur propre petite touche. Et dans cette cohorte, on pouvait retrouver également un petit gars au crâne assez dégarni du nom de Jason Statham. Mais qui est cet acteur britannique qui porte le nom de Jason Statham? Revenons rapidement sur son histoire et sur sa montée en puissance dans le monde du cinéma d'action. Jason naît en 1967 à Shirebrook, petite ville du comté de Derbyshire, d'une mère danseuse nommée Eileen et d'un père vendeur de rue, Barry Statham. Amoureux de sport, il en pratiquera des divers et variés au cours de sa jeunesse. Il suivra notamment des cours d'arts martiaux et pratiquera aussi le football. Cette passion du foot lui aura été transmise par un ami d'enfance avec qui il a grandi, Vincent Thorne Jones, aussi appelé Vinnie Jones. Vous devez bien le connaître aujourd'hui, notamment pour sa carrière en tant que footballeur pro et surtout pour les nombreux films dans lesquels il a joué, comme Snatch de Guy Ritchie ou encore X-Men, l'affrontement final. Au-delà de sa passion pour le foot, Jason était aussi investi énormément dans la natation et plus précisément dans le plongeon sportif, pratique dans laquelle il avait d'ailleurs un sacré niveau. En effet, il a fait partie pendant plusieurs années de la National Swimming Squad, un programme britannique de natation de haut niveau qui regroupait les meilleurs nageurs du pays. Il fera même de la compétition à très grande échelle et participera en 1990 Commonwealth Games, championnat faisant s'affronter les plus grands athlètes du Commonwealth. Le Commonwealth, en gros, c'est une association de plus de 50 États membres, composée en grande majorité d'anciens territoires de l'Empire britannique. Même si sa carrière n'a pas été des plus retentissantes, cela reste un sacré fait d'armes pour Jason Statham. Par ailleurs, Jason, vers l'âge de 14 ans, a commencé à suivre les traces de son géniteur. Son père, qui, je le rappelle, était entre autres vendeur de rue. Et on peut même dire que Statham a rendu honneur à son papa d'une certaine manière, étant plutôt bon, voire très bon dans le domaine. Le Britannique, en ressassant le passé, dira même lors d'une interview avec le média Esquire, tous les autres plongeurs étaient fauchés. Il était le seul à avoir de l'argent. Beaucoup d'argent. Des tonnes de fric. 2-3 000 livres sterling en un week-end. Mon pote Fish Fibbons et moi, quand on avait assez d'argent, on achetait des voitures et on se défiait à fond à travers tout le monde. C'était vraiment dangereux. On a eu la chance de ne pas se faire foutre en l'air ou de tout simplement tuer quelqu'un. Dans les années 90, alors que les gens du cinéma d'action explosaient tout, Statham se fera repérer par une agence spécialisée dans le mannequinat sportif et signera plusieurs contrats avec diverses enseignes bien connues du monde du textile comme Tommy Hilfiger ou Levi's. Et heureusement qu'il a eu ces opportunités-là, car il est bon de savoir qu'en 1992, après avoir raté sa 3e participation pour les Jeux Olympiques, il a décidé de mettre un terme à sa carrière de plongeur, arrivant à chaque fois à la 3e place, alors
que seuls les 2 meilleurs étaient sélectionnés. Et vu qu'en général, quand ça va mal d'un côté, ça va mal partout, ces affaires de vendeurs ambulants ont commencé à s'essouffler. Plusieurs coups durs pour Statham, me direz-vous. Mais c'est vraiment son boulot en tant que mannequin chez French Collection et son expérience en tant que vendeur de rue qui changeront sa vie à jamais. What? Et oui, alors qu'il travaillait chez la marque de mode, il ferait la rencontre d'un jeune loup pas encore connu du grand public, le réalisateur anglais Guy Ritchie. Au moment de leur rencontre, Ritchie développait un film et recherchait un acteur pour jouer le rôle d'un escroc de la rue. Guy, en apprenant que Statham avait eu un passé en tant que vendeur ambulant, ne voyait plus que lui pour le rôle. Le réalisateur britannique souhaitait avoir quelqu'un d'authentique. Ritchie dira même à Statham: « Je vais prendre quelqu'un d'une école d'art pour faire ça. Comment peuvent-ils apprendre ce que tu as appris? C'est un sujet tellement ésotérique, personne ne le connaît à moins d'être dedans. On ne peut pas le lire dans des manuels scolaires. » Guy lui donnera alors le rôle du personnage de Bacon dans son film qui sortira en 1998 intitulé Lock, Stock and Two Smoking Barrels, ou en français, Arnaque, crime et botanique. Alors que si vous avez bien suivi, vous avez remarqué que Statham, à ce moment-là, n'avait alors aucune expérience dans le domaine de l'acting. Au-delà du fait que ce film fut une grosse bombe, il a aussi eu une grosse portée symbolique. Étant le premier film dans lequel Jason Statham et Vinnie Jones ont joué, Vincent, qui on le rappelle est un grand ami de Jason, et représente aussi le premier long métrage du réalisateur Guy Ritchie, et donc sa première collaboration avec Statham. Waouh, voilà une manière assez étonnante de commencer sa carrière, n'est-ce pas? Deux ans après Arnaque, crime et botanique, Jason Statham et Vinnie Jones collaborent à nouveau avec Guy Ritchie pour son second film Snatch, dans lequel on pouvait retrouver au casting le sacrément populaire Brad Pitt. Snatch sera là aussi un gros succès critique. Avec 2 masterclass à son actif, Statham commencera à apparaître dans les productions hollywoodiennes, au succès beaucoup moins retentissant, comme Ghost of Mars de John Carpenter, le papa d'Halloween, qui s'avérera être un flop, et The One, film SF d'action, dans lequel Jet Li était dans le rôle titre, sorti donc tous deux en 2001. Toutefois, c'est en 2002 que le Statham casseur de bouche officiel va enfin apparaître, avec la sortie de l'œuvre cinématographique écrite par Luc Besson, Le Transporteur. Dans cette dernière, Jason Statham interprète le personnage de Frank Martin, ex-militaire devenu chauffeur privé, spécialisé dans les livraisons confidentielles. Les scènes d'action, ainsi que la performance de Statham, auront été très appréciées. Et il y a de quoi. Statham s'est beaucoup investi pour ce rôle, ayant étudié divers sports de combat, tels que le Wing Chun, le karaté, et le kickboxing. Sans grande surprise, Le Transporteur jouira de 2 suites, sorties respectivement en 2005 et 2008. Et c'est au sein de cet intervalle de temps-là, donc entre 2002 et 2008, que Statham deviendra une icône des films d'action. À l'image de ses prédécesseurs qui, au cours des années 2000, voyaient leur carrière s'étioler, voire s'arrêter. Schwarzenegger ayant mis sa carrière d'acteur de côté, pour se consacrer à la politique, et Stallone enchaînant flop sur flop. Au-delà de la trilogie Transporteur, il aura été dans pas mal de films d'action qui auront marqué les esprits, dans lesquels il montrera toutes ses capacités en tant que porte-étendard de héros de films d'action. Parmi eux, on peut retrouver Crank, aussi appelé Hypertension en France, sorti en 2006, où Statham incarne Chef Chelios, un tueur à gages qui a été empoisonné et qui, pour rester en vie, doit garder un niveau d'adrénaline élevé. War, thriller d'action sorti en 2007, où Jason affronte encore une fois Jet Li, et le bien connu Death Race, aka Course à la mort, en 2008, où Statham interprète un ancien pilote de course injustement condamné et se retrouve obligé de participer à des courses de voitures meurtrières pour gagner sa liberté. Désormais connu par tous comme étant une valeur sûre dans le genre de l'action, c'est à la fin des années 2000 que ses pairs l'adoublèrent, plus précisément en 2009, date à laquelle Statham fera partie d'une aventure tout bonnement phénoménale pour tout acteur de film d'action qui se respecte. L'idée était simple, réaliser un long métrage qui rendrait hommage aux films d'action ayant marqué l'histoire dans les années 80-90, en réunissant un énorme casting de stars de cette période, tout en invitant les stars des films d'action du moment. Et cette idée n'est pas sortie de la tête de n'importe qui, c'est un des pères fondateurs lui-même qui développera cela, en la personne du boxeur ultime, Sylvester Stallone, qui portera, une fois de plus, de multiples casquettes, et réalisateur, co-scénariste et bien sûr, acteur. Dans ce projet qui porte le nom de The Expendables, Stallone n'a donc pas du tout déconné avec le casting. On pouvait y retrouver, à titre d'exemple, Dolph Lundgren, ennemi emblématique dans Rocky IV, qui faisait son grand retour au ciné après 15 ans d'absence, Bruce Willis, qui aura droit à son propre caméo, ainsi que son ami et rival de longue date, Schwarzenegger. Et pourtant, malgré une réunion aussi importante d'acteurs qui ont marqué leur époque, si on met de côté Stallone, eh bien c'est Jason Statham qui est le plus mis en avant dans Expendables. Quel meilleur moyen pour confirmer que Statham est bel et bien la relève de cette génération miracle de l'ancien temps? En plus de cela, comme on pouvait s'en douter, le film d'action ultime a été un gros succès. 275 millions de dollars pour un budget de
80 millions, permettant de consolider encore plus la place de Statham en tant qu'icône incontournable du genre. Et de 2010 à nos jours, eh bien, Jason Statham a continué d'exploser dans tous les sens du terme. Principalement dans le genre dans lequel il s'était enfermé, ainsi que dans d'autres catégories où on ne l'attendait pas forcément. Ses plus grands exploits venant principalement de grosses franchises ou de franchises à en devenir grâce à son impulsion. Au cours de cet arc, il y a eu The Mechanic, ou Le Flingueur en français, sorti en 2011, remake du film éponyme de 72 avec Charles Bronson dans le rôle titre, dans lequel Statham campe ici le rôle principal d'un tueur à gages nommé Arthur Bishop. Dans ce dernier, la prestation de Statham a été appréciée, mais en même temps décriée car ne le mettant pas en scène comme il se doit. The New York Times écrira dans sa critique « Il est particulièrement décevant que Simon West, le réalisateur, ne semble pas saisir que lorsqu'un spécimen physique aussi magnifique que Monsieur Statham, qui, comme Ben Foster, a fait une grande partie de ses cascades lui-même, est présent, il devrait être montré dans toute sa grâce et sa gloire de la tête aux pieds. The Mechanic profitera néanmoins d'une suite en 2016, Mechanic Resurrection, qui représentera un bon petit succès commercial, rapportant près de 126 millions de dollars pour un budget estimé à 40 millions. Évidemment, des suites à Expendables sont aussi sorties entre 2012 et 2014. Statham a donc bien entendu été inclus dans chacun de ces projets, sans compter qu'un quatrième volet arrivera en septembre 2023 et Statham devrait avoir le rôle principal dans ce gros film. On en parlera également un peu plus tard. Et en 2013, l'acteur britannique rejoindra l'énorme écurie Fast and Furious en ayant son caméo dans FF6. Arrivant juste après son camarade Dwayne Johnson, qui avait rejoint l'aventure dans Fast 5, mais même en étant arrivé plus tard, Statham est considéré comme l'un des meilleurs ajouts de toute la franchise. Le Media Insider, en parlant de The Fate of the Furious, ou Fast and Furious 8 si vous préférez, le définira comme étant la vraie star du projet. Descartes Shaw, le personnage qu'interprète Jason, aura d'ailleurs tellement été apprécié qu'il aura droit à son propre spin-off en 2019, prénommé Fast and Furious Hobbs & Shaw, aux côtés, tout naturellement, du personnage d'Hobbs, interprété par Dwayne Johnson. Et ce nouveau projet sera là aussi un énorme succès commercial. 760 millions de dollars au box-office mondial. En parallèle de ces grosses productions, nous avons aussi pu l'admirer en 2015 dans Spy, comédie d'action avec Melissa McCarthy et Jude Law, projet dans lequel Statham interprète l'ancien agent de la CIA, Rick Ford, qui se considère comme étant le meilleur. La prestation de Statham a été encensée par la critique, car il a dévoilé une facette de Jason qu'on ne connaissait pas vraiment. Son humour. Tout en réussissant à garder cette identité de star de film d'action, le personnage de Rick Ford caricature au possible l'identité de Statham et les personnages qu'il a incarnés dans d'autres longs métrages. Le travail de Jason a d'ailleurs été validé par Jude Law lui-même, qui qualifiera Statham de génie de la comédie. Et ce n'est pas rien, un Spy 2 est même censé arriver, mais il n'a pas encore été validé malheureusement. Début possible donc d'une nouvelle franchise, grâce en grande partie à Jason Statham, encore une fois. Mais bon, même si Statham a pu s'essayer à d'autres genres, il n'oubliera jamais d'où il vient et ce qu'il représente en tant que The Hero des films d'action. Tout au long de sa carrière, il a réussi à nous montrer qu'il n'a pas besoin de grosses franchises pour que ses films marchent. Statham crée les franchises à lui seul, et il réussira à le prouver encore une fois en 2018 avec The Meg, appelé En eau trouble en France, qui adapte de roman Meg, A Novel of Deep Terror de l'auteur Stephen Alton. Cette grosse coproduction chino-américaine sortie de nulle part à 130 millions de dollars a fait péter les scores en amassant près de 530 millions au box-office mondial, montrant que Statham n'a rien perdu malgré toutes ces années passées et continue, encore une fois, son ascension en suivant les pas de la génération de superstars de films d'action qu'il a inspiré et qu'il a défini en tant que référence du genre. En autre trouble va devoir réussir à faire pareil, voire mieux, pour montrer à nouveau que les superstars des films d'action de l'époque existent encore et ont su évoluer et se réinventer à leur manière. On espère que ce sera le cas parce qu'actuellement, Jason Statham est le dernier homme encore debout de cette longue lignée qui est en train de disparaître. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Jason Statham peut être considéré comme le last action hero est tout simplement qu'il est en accord avec la formule d'origine, celle qui a fait le succès des stars des gros films d'action du siècle dernier. Pour le Britannique, c'est assez facile de le comprendre. Quand on va voir un de ses films, on sait exactement qu'il va casser des bouches de façon charismatique en restant toujours inconsistant. En gros, pour 99% du temps, on sait à quoi s'attendre avec lui. Un peu comme lorsque vous alliez voir un film de Schwarzy, Stallone ou Van Damme. Et avec leur disparition progressive, Statham a su prendre leur relève comme il se doit. Il sait se battre et faire ses propres cascades, et c'est vrai qu'il n'a pas peur de se mettre en danger, quitte à manquer parfois de sauter la vie. Rappelez-vous des scènes d'action qu'il a pu faire dans les films Hypertension, Le Transporteur et autres Expendables. Dans Hypertension, Jason se battait dans un hélicoptère en plein vol en étant quasiment suspendu dans le vide, ses deux pieds reposant simplement
sur un des patins de l'hélico. Pas de fond vert les gars, on fait les choses à fond ici. De plus, dans le Transporteur 2, Statham a fait une sacrée dinguerie. Pour la faire courte, en pleine scène de course-poursuite entre un bus et Jason Statham sur un jet ski, oui, vous ne rêvez pas, ce dernier a sauté de sa machine pour arriver directement dans le bus, en passant quelques secondes avant de la mer à la route. Et tout ça en le faisant d'une manière exceptionnelle. Autant vous dire que s'il s'était raté, je ne sais pas si son visage aurait pu rester intact. Et évidemment, on ne peut pas parler de ces cascades légendaires sans parler de celle qui a vraiment failli mettre fin à ses jours. Sur le tournage de Expendables 3, l'une des cascades les plus risquées de Jason Statham a failli tourner au drame. Alors qu'il était aux commandes d'un camion, les freins l'ont trahi, décidant de ne plus fonctionner. Dans une course effrénée, il a lutté pour reprendre le contrôle en vain. Percutant 2 cadreurs de l'équipe, le camion a plongé directement dans la mer Noire avec Statham à son bord, comme dans un cauchemar devenu réalité. Sous l'eau, enchaîné par son étui de pistolet, l'acteur a dû puiser dans sa force mentale et ses instincts de survie pour pouvoir s'en sortir. Dans l'obscurité inquiétante, il a combattu la panique et réussi à se libérer. Enfin, il est remonté à la surface, essoufflé, mais en vie. Cette expérience a marqué un tournant dans sa carrière, le rappelant que la vie est des plus fragiles. Cette histoire est devenue légendaire, illustrant l'esprit indomptable de Jason Statham, un rappel que chaque instant sur un plateau de cinéma est imprévisible. Aujourd'hui, cette épreuve témoigne de son engagement envers son art et de sa capacité à surmonter l'adversité. Jason Statham, l'homme d'action, est aussi un survivant, laissant une empreinte inoubliable dans l'histoire du cinéma. C'est un acteur de films d'action complet qui comprend l'importance que représentent les cascadeurs sur des tournages, et considère même que ces derniers devraient être récompensés à leur juste valeur, en ayant entre autres une catégorie qui leur serait dédiée aux cérémonies des Oscars. Il déclarera dans les pages de Vanity Fair « Je pense que c'est une catégorie négligée, compte tenu de la responsabilité que ces coordinateurs ont dans certaines des meilleures scènes d'action des films. Je veux dire, tous les cascadeurs, ce sont les héros méconnus. Vraiment, personne ne leur accorde de crédit, ils risquent leur vie, c'est une injustice totale. Ce sont eux qui font le gros du travail. Il en profitera même pour balancer un bon petit scud aux acteurs qui utilisent des fonds verts. Et puis vous avez un mec qui se tient devant un écran vert, en se tordant le visage, en prétendant qu'il fait la cascade. Pour moi, c'est une farce. J'ai une réelle frustration à ce sujet, car je connais ces coordinateurs. Je m'entraîne avec eux tout le temps, et ils sont incroyablement talentueux. Comme vous le voyez, ce bosseur acharné n'est pas du genre à tirer au flanc et on peut le dire, est quelqu'un d'extrêmement investi. Autant dire qu'il représente l'action man complet des films du genre. À la différence d'un Tom Cruise qui a effectivement des caractéristiques similaires à celles de Statham, mais cependant, ce dernier ne s'est pas spécialisé à temps plein dans cette niche de films d'action. Il a une pluralité de rôles qui ne nous permettent pas de le caractériser comme la superstar de films d'action uniquement, mais comme la superstar tout court. Quant aux autres potentiels concurrents de Statham encore dans la course, Vin Diesel, hormis les films Fast and Furious, il n'a tout simplement aucun autre gros film d'action dans sa besace en ce moment. Et pour Dwayne Johnson, celui que l'on pourrait considérer comme un des gros rivaux de Statham, si on prend le seul indicateur des réseaux sociaux, il est vrai que The Rock pulvérise l'ancien vendeur ambulant. Mais ce n'est pas ça qui définit un action movie star. Dwayne a étendu sa palette de films, mais a par là même déconstruit cette image d'héros d'action ultime qu'il aurait pu avoir. Lorsqu'on va voir un film avec Dwayne Johnson, on ne sait pas du tout s'il va éclater des crânes ou non. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'il portera toujours la même chemise avec une couleur beige dessus. Bon, et cela est vrai depuis bien longtemps. On ne peut que penser à Rampage, sorti en 2018, Vaiana en 2016, qui aura bientôt un remake live action avec The Rock d'ailleurs, et Fait malgré lui, sorti en 2010. Et ce ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres. En bref, Statham, pendant la quasi-totalité de sa carrière, est resté fidèle à son titre de star de film d'action. Là où on pourrait justement lui reprocher de ne pas sortir de ce carcan qui le définit depuis plus de 20 ans, mais c'est justement ça qui fait toute sa force, et qui lui permet de garder le titre qu'on lui a donné plus tôt, le dernier de sa lignée, comme le confirme son futur couronnement auquel nous allons assister dans Expendables 4, dans lequel Stallone tirera sa révérence et laissera sa place à, vous le savez très bien, Jason Statham lui-même. Choix compréhensible étant donné que Lee Christmas, le personnage qu'il interprète, est le second de Barney Ross, campé par Stallone. Cette passation permettra à Statham d'insuffler une nouvelle dynamique à cette franchise qui n'avait pas eu de nouveau volet depuis 2014. On sait qu'il sera capable de la porter sur ses épaules et de ramener d'autres camarades de sa génération dans les sequels à venir, tels que Dwayne Johnson et Vin Diesel, c'était plutôt, ou encore John Cena, qui commence à popper un peu partout. Rangeons les décennies des années 80 et 90 dans les placards et mettons le curseur à fond sur celle des années 2000. Il ne faut pas oublier non plus que Jason est le fruit d'une ère bien différente de celle d'Arnie et de Sly. Ayant un corps beaucoup plus mince, donc plus rapide, mais surtout plus athlétique, qui ne retire en rien l'impressionnante prestance qu'un acteur de film d'action doit avoir. Cependant, malgré la carrière de plus de 20 ans de Statham, il lui manque une chose très importante qui fait toute la différence entre Schwarzenegger, Stallone et lui. C'est le rôle qui marque les esprits pendant des générations. Sly à Rambo, Schwarz
a le Terminator, et Statham a, eh bien, rien du tout. Du moins, rien de catchy. Même le personnage de Shaw dans la franchise Fast and Furious et de Frank Martin dans Le Transporteur n'ont pas le calibre des personnages les plus connus incarnés par les monuments que je vous ai cités précédemment. Même avec la nouvelle franchise en eau trouble, pas sûr que quelqu'un ait retenu le nom du personnage principal. C'est Jonas Taylor au cas où. On peut même ajouter qu'il lui manque la réplique marquante qui ira avec son personnage iconique. Espérons que Statham puisse un jour avoir le rôle qui lui permettra de mettre cette énorme cerise sur le gâteau qu'il a préparé depuis plusieurs années. Mais même avec ça, il n'est pas sûr que Jason Statham puisse rivaliser avec les mastodontes de l'ère moderne, campés par des hommes portant des capes, les super-héros. Malgré une présence importante de Jason Statham dans le monde des films d'action qui rend hommage à ceux de l'ancien temps, il est clair qu'il n'a pas l'importance qu'avaient ses prédécesseurs en tant que mégastar hollywoodienne. La faute à qui? Eh bien, il est sûr que le genre super-héroïque au cinéma n'y est pas pour rien. On peut remercier ou haïr le Marvel Cinematic Universe et plus précisément Iron Man pour cela. En effet, le monde entier a commencé à s'intéresser beaucoup plus à ces grosses franchises qu'aux acteurs en eux-mêmes. Avec leur apparition, la prise de risque des studios s'est amoindrie drastiquement, aussi bien au sein du genre super-héroïque qu'en dehors. Les studios ayant plus tendance à préférer une formule classique qui fonctionne à une prise de risque insensée qui pourrait alléger ce qui se trouve dans leur porte-monnaie, laissant de côté les projets les plus créatifs au profit d'une machine bien huilée qui génère automatiquement de gros billets verts. Nous livrant donc des personnages, ou plus précisément des super-héros, qui tendent à être similaires sur pas mal de points, afin de créer une certaine homogénéité. Ce qui, évidemment, rassure les studios et les investisseurs. Zone de confort oblige, vous comprendrez bien. Mais donc ce fléau, si on peut le caractériser comme cela, repose grandement sur les franchises en elles-mêmes, plutôt que sur les acteurs pour trouver des spectateurs, tuant en quelque sorte l'image même d'une superstar comme aurait pu l'être Jason Statham. En effet, une audience plus attachée à un univers, plutôt qu'à un acteur, a, on peut le dire, énormément d'avantages d'un point de vue économique. Qu'un personnage ou un acteur qu'ils apprécient dans ce large univers cinématographique disparaisse ou non, ça ne les empêchera pas de continuer d'aller voir les nouveaux projets, étant fan non pas de l'homme ou de l'incarnation de ce dernier, mais du monde au global. Consommer ces franchises devient donc plus une habitude qu'un réel plaisir, permettant donc aux studios de maintenir ces mastodontes en vie. Je pense en être l'exemple même, continuant à regarder tous les projets qui sortent du côté du MCU comme du DCU, étant énormément attaché à ces univers, même si je suis conscient qu'énormément de projets manquent d'une réelle qualité. Oui, j'ai regardé Secret Invasion, Shazam 2 et Ant-Man 3. Conclusion, j'ai perdu du temps, je n'en ai rien à faire, mais malheureusement, je suis tellement à fond dedans que je vais continuer à mater tout ça. Marvel et DC vont me tuer. Dans ces conditions-là, il est donc beaucoup plus compliqué pour le public d'avoir une relation durable avec des interprètes, qui pouvaient être considérés comme étant polyvalents, aussi bien en termes d'acting que dans les rôles qu'ils choisissaient. Une icône a donc beaucoup plus de mal à émerger. Les entrées au cinéma ayant été beaucoup plus captées par ces franchises qui sont devenues des empires, plutôt que par de nouveaux films campés par des acteurs reconnus mondialement, mais qui ne sont pas des super icônes, désolé Statham. En vérité, l'une des dernières stars n'est nul autre que le légendaire Tom Cruise, encore une fois, aussi investi dans les cascades de ses films que dans les productions. Il a même su, grâce à ses petites épaules, créer l'exploit avec la suite de Top Gun Maverick, qui a amassé en 2022 près d'1,5 milliard de dollars, ainsi qu'avec la franchise Mission Impossible, qui, quant à elle, continue de rameuter les foules. Cependant, bien que superstar, il n'est pas forcément dans la même lignée que Jason Statham, n'étant pas caractérisé quasi exclusivement par ses rôles dans des films d'action, comme je le précisais précédemment. Donc Bruce Willis, oui, on n'en avait pas assez parlé de celui-là, est plus à même d'être considéré comme étant membre de la dynastie des Schwarzenegger et autres Stallone, étant rentré comme il se doit dans ce genre avec la sortie de Die Hard à la fin des années 80. En revanche, cela faisait déjà plusieurs années que sa carrière avait pris un sacré coup, avec un sacré enchaînement de mauvais films, l'annonce de sa retraite et le fait qu'il soit atteint de la DFT ou démence frontotemporale. C'est une maladie neurodégénérative apparentée à l'Alzheimer, laissant donc sa place depuis bien longtemps en restant un monument des films d'action d'une époque très lointaine. Malgré cela, si on revient sur le cas de Tom Cruise, ce n'est pas parce qu'il est à l'affiche que le monde entier va forcément aller voir ses films. Ceux qui ont le fait le plus entrer restent des membres à part entière de mondes existants depuis beaucoup d'années. Et naturellement, Top Gun Maverick ne fait lui aussi pas exception. C'est d'ailleurs Anthony Mackie, interprète du Faucon devenu le nouveau Captain America chez Marvel, qui disait qu'il n'y avait plus de stars de cinéma encore en circulation. Il n'y a plus de vraie star de cinéma. Anthony Mackie n'est pas une star de cinéma. Le Faucon est une star de cinéma. Et c'est ce qui est étrange. Autrefois, c'était avec Tom Cruise, Will Smith, Stallone et Schwarzenegger. Quand vous alliez au cinéma, vous alliez voir le film de Stallone. Vous alliez voir le film de Schwarzenegger. Maintenant, vous allez voir X-Men. Ainsi, l'évolution du super-héros a signifié la mort de la star de cinéma. Et c'est ce qui fait peur maintenant. Parce que, dorénavant, vous faites des films pour les adolescents de 16 ans et pour la Chine. Vous pensez à certains de vos films préférés quand vous étiez jeune, et ces films ne pourraient plus être faits aujourd'hui. Avec des propos aussi cinglants de la part d'un acteur qui est lui-même dans l'industrie,
ça ne peut faire que froid dans le dos. Et en même temps, cette affirmation n'a jamais été aussi vraie qu'aujourd'hui. Même si cette ère des films de super-héros semble s'essouffler, enfin bon, l'avenir nous dira ce qu'il en est. Cependant, même si Jason Statham fait partie de cette pas si nouvelle génération d'acteurs qui a succédé aux monuments que sont les Arnie, Sly et Bruce Willis de l'époque, cela ne veut pas dire qu'il a atteint le calibre de ces superstars, loin de là. Avec les années 2000, ça a été la débandade dans un certain sens. Hollywood n'a pas réussi à créer ces nouvelles références du genre, aussi bien du côté des films d'action qu'en général. C'est notamment dans les pages du média Variety que certaines explications seront données. George Hamilton, Chief Commercial Officer chez Protagonist Pictures, s'exprimera à ce sujet. Si vous ne connaissez ni le poste ni la compagnie, pas d'inquiétude, je vous explique. Hamilton est donc chargé en tant que CCO de définir la stratégie commerciale de la boîte et de développer le business de cette dernière. Et Protagonist Pictures est une société britannique de vente, de financement et de production qui a à cœur de mettre toujours en avant les cinéastes qui ont une vision au top et des compétences narratives saisissantes. Parmi leurs projets, on peut retrouver She Came to Me, sorti en 2023, avec au casting Peter Dinklage, Anna Thaoué et Marissa Tomei. George Hamilton dira donc lors de cette interview avec Variety que la chute des ventes de DVD en 2008 et l'essor du streaming ont saboté le développement de nouvelles grosses stars. Presque tous les acteurs et actrices qui sont bankable maintenant ont eu de gros films à succès lorsque le DVD et la vidéo étaient encore une force importante. Vous pouvez voir cela comme un changement de ligne de démarcation en termes de génération plus ancienne ou plus récente. Avec la nouvelle génération, en termes de succès, il y a eu plus de divisions, car vous pouvez avoir la série ou le film le plus regardé sur une plateforme de streaming, il peut y avoir tout un groupe de personnes qui ne s'abonnent pas et qui ne suivent donc pas ce mouvement. De plus, Hamilton ajoutera que la sortie de films sur les plateformes de streaming comme Netflix et Amazon Prime crée un vrai problème. Les campagnes marketing mises en place pour les promouvoir étant très loin d'être suffisantes pour créer un véritable engouement. Là où les campagnes marketing pour les gros films qui sortent au cinéma peuvent dépasser les centaines de millions de dollars. Il ne faut pas oublier non plus le fait que nous sommes rentrés dans une nouvelle ère qui, au-delà de promouvoir les artistes, promeut plus les franchises ou les personnages en eux-mêmes. Le réalisateur et producteur Aaron Kaufman, qui a travaillé sur divers projets comme Machete avec Danny Trejo ou encore 13 avec nul autre que Jason Statham, le soulignera lui-même. Évidemment, la franchise Twilight était la vedette à l'époque. Le passage à la promotion des droits de propriété intellectuelle, IP, en gros les personnages ou franchises phares, plutôt que les stars, pouvait sembler être une bonne idée, car l'IP ne fait pas d'overdose ou ne fait pas de tweets problématiques. Cependant, ce changement n'a rien laissé pour la prochaine génération de stars. C'est un problème maintenant que les stocks d'IP ont été épuisés et qu'il ne reste plus que l'homme chaussette ou tout autre personnage que Marvel n'a pas encore créé. Il est difficilement compliqué d'aller contre ces analyses, surtout si on regarde du côté de Marvel, comme l'a souligné Kaufman, avec un Robert Downey Jr. qui brille dans Avengers Endgame, sorti en 2019, mais qui a du mal à créer un énorme succès dans Le Voyage du Docteur Dolittle, sorti une année plus tard. Même si des contre-exemples peuvent exister, il est vrai que cette génération orientée plus vers des univers bien connus que des stars en eux-mêmes pénalise plus qu'autre chose. Et celle que l'on peut presque appeler ancienne, portée notamment par des Dwayne Johnson, Vin Diesel et surtout Jason Statham, brillant le plus, économiquement parlant, qu'aux côtés d'autres acteurs du même acabit. La réussite de la franchise Fast and Furious, qui réunit ironiquement ces trois acteurs, en est un exemple parfait. Même si par moments certains peuvent réaliser l'exploit avec un film qui n'est pas tiré d'un IP, comme Jason Statham versus un mégalodon dans le film En eau trouble. Vous l'aurez compris, dans le contexte cinématographique dans lequel nous sommes actuellement, il sera très compliqué pour Jason Statham de rentrer dans la catégorie de légende à l'image de ses prédécesseurs que sont Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone. Et pourtant, il a coché presque toutes les cases qui font de lui un héritier digne de ce nom. Une chose est sûre, il représente la version 2.0 des icônes des années 80 et 90 et est déjà rentré dans l'histoire. En tout cas, on espère que le dernier de sa lignée réussira à la faire perpétuer. Plus qu'à trouver le rôle iconique qui fera passer Jason Statham au dernier stade de son évolution. Et si vous êtes aussi intéressé sur une autre icône des années passées, eh bien j'ai réalisé une vidéo sur ce qu'aurait pu être Indiana Jones et plus précisément sur les projets de films qu'on aurait pu avoir au cinéma. Donc cliquez vite. C'était Ludo du Ludoverse, abonnez-vous, je vous dis à la prochaine. Salut!